Franchement, je comprends pas les critiques des fans. Hyper virulentes, hyper violentes. Genre, ce film, c'est le pire de la franchise Jurassic. Oui, oui, le pire. Genre, y a rien à rattraper et tout est à chier. Et quand j'entends tout est à chier, je me dis, c'est dommage d'y inclure l'image, les CGI, les musiques, les dinosaures, les personnages, enfin, de mettre tout le monde dans le même panier en fait. Non, aucun film n'est entièrement mauvais, faut pas exagérer. Je pense que c'est même un challenge impossible. Et j'y inclus pas les nanars, parce que ça c'est un petit peu de la triche. Même si je suis connu pour la critique de Jurassic Park 3 en 14 épisodes, et je pense que beaucoup d'entre vous pensent que je déteste ce film de A à Z, qu'il n'y a rien à rattraper. Alors que non. Les musiques sont belles, l'animatronique du Spinosaure est superbe, je suis même très fan du skin qu'ils ont fait au Spinosaure, et la scène de la volière est extraordinaire. Bref, il y a toujours des bons points. Alors non, Jurassic World Renaissance n'est pas à chier sur tous les points, faut pas exagérer. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas vous donner raison là-dessus. Vous ne pouvez pas dire objectivement que les CGI sont horribles. Vous ne pouvez pas dire objectivement que les musiques sont horribles. Vous ne pouvez pas dire que les animaux disparus sont objectivement horribles d'un point de vue scientifique. Est-ce un mauvais film? Je ne pense pas du tout. Moi, je l'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Vraiment, au pire des cas, je dirais moyen. Vraiment. Même si je pense qu'il est très bon. Je pense que beaucoup ont mis la barre trop haute et la chute a été spectaculaire. Beaucoup aussi, je pense, ont été déçus car les dinosaures sont peu investis. On pourrait les remplacer par des lions, des tigres ou des ours, ce serait pareil. C'est les critiques que j'ai vues. Eh ben, bienvenue à Jurassic Park et dans la réalité où les dinosaures sont des animaux. Ça s'appelle une claque de réalité. Ça peut blesser. Mais les faits sont là. Les dinosaures sont ici montrés comme des animaux. Le caractère qui va avec et pas comme des monstres scénaristiques. Chose qu'on avait perdue avec Jurassic Park 3, à mon humble avis. Jurassic World vous a habitué à des dinosaures de spectacle, alors que la réalité est tout autre. Bienvenue dans le monde réel. Avis général, sans spoil, mais avec le contenu des bandes annonces qui sont disponibles, faut pas exagérer. Alors j'ai vu le film 2 fois, et au premier visionnage, j'ai eu une assez grosse déception sur le scénario. Scénario qui balaye tous les autres Jurassic World du revers de la main. Les dinosaures sont incapables de survivre. Ils survivent dans des environnements pas changés depuis des millions d'années, au niveau des tropiques autour de l'équateur. Il y a une perte d'intérêt du public face aux dinosaures, ce que j'ai du mal à croire. Et pourtant, Jurassic World 3 a démontré que les dinosaures pouvaient s'adapter et vivre dans des environnements dans lesquels on ne les aurait pas imaginés. Les milieux enneigés, par exemple. On nous le dit depuis le monde perdu, John Hammond l'a dit, ils sont florissants, ils sont capables de s'adapter. Et assez facilement d'ailleurs. Jurassic World 3 nous a laissé avec des dinosaures partout sur la Terre entière, avec un potentiel de malade, faut le dire ce qui est, faut au moins rendre ça au film. Et Jurassic World 4 a tout dégommé, et je trouve ça dommage. Tous les dinosaures ne vivaient pas sous les climats tropicaux. Il y en avait sous les climats tempérés et même des climats froids. N'aurions-nous pas pu imaginer que les dinosaures sont toujours partout sur Terre, mais que les plus gros, qui est le centre quand même le plot du film, sont à un seul endroit du monde? Je pense que ça aurait été largement envisageable. Le film a un fil rouge principal, le but est de récolter 3 ADN d'animaux disparus, de grande taille, à des fins pharmaceutiques. Pour moi, c'est carrément ok. Bien que Jurassic World 3 et Biosyn, officiellement, faisaient déjà ça. Le film balaye tout et dit que le public n'a pas d'intérêt face aux dinosaures, sauf que là, la motivation, c'est on a de l'intérêt pour les dinosaures parce qu'on aimerait les utiliser pour la guérison de trucs et se faire des milliards. Donc d'un côté, on nous dit que les gens s'en foutent des dinos, mais de l'autre, on continue dans la lancée de Biosyn en nous disant qu'ils sont importants pour la recherche médicale. C'était d'ailleurs parce qu'ils avaient un intérêt financier qu'il y avait du trafic autour de ces dinosaures. Un peu contradictoire, mais soit. Gareth Edwards n'est plus à présenter. Il est réalisateur et scénariste britannique, il a déjà fait ses preuves dans bien de ses productions. C'est à lui qu'on doit l'extraordinaire Rogue One Star Wars Story de 2016, Godzilla de 2014 et Monsters de 2010. De ce fait, j'avais un peu peur de tomber sur un film de monstres en voyant les bandes annonces de Jurassic World Renaissance. Et finalement, j'ai pas été déçu de ce point de vue-là. La mise en scène au début avec le T-Rex m'a fait dire c'est un film de monstres et c'était sûr. Puis finalement, les dinosaures sont montrés comme des dinosaures. Sauvages, pouvant être dociles et merveilleux, ou dangereux et agressifs. L'essence même de Jurassic Park en fait. Les parties avec les hybrides ptérosauriens, les mutadons, sont vraiment aussi au caractère d'animaux, et lentement on arrive sur du monstrueux. La mise en scène du T-Rex montre clairement aussi un monstre, mais aux pouvoirs qui sont très limités. Pas comme dans Godzilla finalement. C'est un monstrueux animal, ce qu'il est au final en fait, c'est tout. Une création aberrante, mais au caractère d'animal.
Edwards a su exploiter son potentiel et le potentiel des animaux, hybrides inclus, sans aller jusqu'à l'excès avec des super pouvoirs illimités comme l'Indominus Rex. J'ai l'impression que ce film, c'est aussi une petite crotte de nez à Colin Trevorrow pour dire « Regarde-moi ce que je peux faire » en y incluant des hybrides. C'est limite ça, hein, vraiment. Côté scénariste, on a David Koepp qui a fait beaucoup de choses bien, notamment Jurassic Park et le monde perdu, le Spider-Man de Sam Raimi, La guerre des mondes de Spielberg, pour ne citer que. Bon, il a fait des choses un peu moins bien aussi, Indiana Jones et le royaume de crâne de cristal. Voilà, ça reste un petit goût amer quand même. C'est donc la première fois qu'Edwards et Koepp travaillent ensemble sur un film. Et le résultat, pour moi, est très bon. On a de bonnes musiques, dont certaines, je pense, deviendront assez iconiques. Visuellement, le film est beau, avec quelques plans, quelques scènes qui sont vraiment iconiques. Les couleurs sont bien contrastées et on a des designs d'animaux qui sont très intéressants. Les actions sont fluides et distrayantes sans aller à l'excès, suffisamment espacées pour qu'on puisse respirer. L'histoire est certes simple, mais bien construite et efficace avec deux fils conducteurs, l'équipe de récupération d'ADN et la famille. La scène du bateau de la rivière est extraordinaire, la chasse du mosasaure bien entraînante et angoissante, et la scène finale avec le T-Rex, des scènes iconiques, vraiment. En bref, j'ai bien aimé le film. Je vous invite à le découvrir au cinéma, parce que je pense que si vous attendez les plateformes et les DVD, vous allez manquer un petit truc. Ce film reste un très bon divertissement, je ne me suis pas ennuyé du début à la fin. Contrairement à Jurassic World 3, où justement le film traîne énormément en longueur, celui-là fait plus de 2 heures, j'ai pas vu le temps passer. 2 fois. Donc pour moi, c'est un très bon film, pas parfait évidemment, pas à la hauteur des 2 premiers Jurassic Park, mais il est très bien placé dans le classement. Allez le voir, ne vous reposez pas sur l'avis des autres ou du mien. Pour aller le voir, faites-vous votre propre avis en allant voir ce film au cinéma. Et je ne suis même pas payé par Universal pour vous le dire. À partir d'ici, je vais méchamment spoiler. Vous êtes prévenus. Quand je vous disais que c'était à des fins pharmaceutiques, notamment guérir les maladies cardiaques, le plot du film tourne tout autour de ça. La mère de Zora en est décédée, donc elle accepte la mission non seulement parce qu'elle se sent concernée, mais surtout pour les 20 millions de dollars. Ce que j'ai aimé, c'est que comme elle se sent concernée par cette volonté de guérir les gens, elle s'entend très bien avec le paléontologue, le docteur Henry Loomis, qui lui dit qu'il ne faut pas le donner à Parker Jennings, représenté par Martin Krebs, qui le privatisera et qui sera trop cher pour les gens qui n'en auront pas les moyens. Et là-dessus, je ne peux qu'approuver. Il faut donc donner le remède à tout le monde pour qu'il tombe dans le domaine public. Seulement, il n'y aura aucun dollar d'heure versé aux gens qui ont pris tous les risques. Zora a donc du mal à l'accepter, car perte conséquente d'argent, mais l'acceptera car ça la touche de près et qu'elle a en plus le béguin pour Henry. Ce revirement est certes prévisible, mais logique. On passe donc de quelqu'un de vénal, qui fait ça que pour l'argent, à une personne altruiste. J'adore parce qu'en fait, quasiment tous les personnages ont des masques. Comment guérir les maladies cardiaques avec des dinosaures? En analysant l'ADN des plus gros animaux qui existent sur Terre, dans le lore, gros animaux donc gros cœurs pour supporter le gigantisme, et cœurs vaillants parce qu'ils peuvent vivre très longtemps, une centaine d'années pour certains animaux, donc ils ont un myocarde rigoureux, et l'étude des gènes responsables de ça permettra de fabriquer un remède pour guérir et prévenir les maladies cardiaques chez l'être humain. Ce qui en soi semble assez cohérent et logique, même si la longévité n'est pas forcément liée à la robustesse du cœur, mais plus au rythme de vie, au tempérament de vie de l'animal. Si on prend par exemple le requin du Groenland, qui peut vivre jusqu'à 400 ans, rien à voir avec sa taille ou la taille du cœur. C'est parce qu'il a vraiment un rythme de vie, un tempérament de vie très spécial. Idem si on prend la taille de la baleine bleue, qui est pas mal, avec ses 30-35 mètres de long quand même, et en plus un mammifère, donc susceptible de plus nous aider sur la question. Mais bon, il fallait bien un justificatif pour voir des animaux disparus. Alors, voilà, la mission est lancée. Le cheminement de l'histoire est bien construit, simple mais efficace. Incident d'introduction, embauche, recrutement, prélèvement des 3 ADN et évasion. Voilà, simple mais efficace. C'est limpide et on ne se mélange pas dans tous les sens. Bien qu'en parallèle du prélèvement des ADN, on a justement la famille Delgado qui cherche uniquement à survivre. Mais ça reste très bien mélangé entre les scènes, c'est assez fluide entre les deux, là où Jurassic World 3 a échoué, je trouve, entre l'équipe de World et l'équipe Park, les deux avaient des objectifs complexes et très différents, ce qui rendait l'histoire un petit peu trop confuse. Ici, les objectifs sont simples, on ne se mélange pas les pinceaux, et donc c'est efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a même quelques scènes du film qui sont montrées en avant-première dans le dessin animé dans le musée au début du film. On y voit le T-Rex se boire et les spinosaures nager notamment. Ce qui justement va prédire ce qui va arriver.
Une partie de l'histoire m'a même fait penser au scénario du premier Dino Crisis, où un hélicoptère vient chercher les héros mais se fait détruire par un T-Rex, donc ils doivent s'enfuir autrement. Le bateau est une des possibilités parmi les différents scénarios de fin. Là, on a la même chose. Un hélicoptère détruit par le T-Rex, fuite par bateau. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais ça m'y a fait penser en tout cas. L'histoire se passe sur l'île Saint-Hubert, située à 360 km à l'ouest de la Guyane française. Ça fait plaisir, France représente. Ah, la Guyane, l'émeraude de l'Amérique du Sud. La scène d'introduction. Franchement, très intéressante. Le seul point noir que j'ai avec beaucoup de films qui font ça, c'est de mettre il y a X années, enchaînant avec un aujourd'hui, ou dans le présent, ou de nos jours. X années par rapport à quel moment? Par rapport au moment où je regarde le film, c'est-à-dire des années plus tard après sa sortie? Bah non, parce que si je le regarde maintenant et que je le regarde dans 10 ans, ça me donne pas la même date. C'est X années avant la sortie du film. L'année de sortie du film est malheureusement fondamentale pour beaucoup de films qui font ça, et donc pour la franchise Jurassic. Dans la franchise Jurassic, les histoires se passent dans la même année où les films sortent au cinéma. 2025 est donc l'année à laquelle se déroule l'histoire du film Renaissance. Cela inclut donc de connaître l'année de sortie du film, ce qu'on n'a pas forcément toujours en tête quand on regarde le film. Mais bref, c'est pour ça que j'aimerais qu'à l'avenir on arrête de mettre il y a X années, on mette directement la date, ce serait beaucoup mieux. Bon, c'est un choix personnel, mais voilà. Donc 17 ans avant 2025, ça nous ramène en 2008. L'action se déroule donc après les événements de Jurassic Park 3 et avant les événements de Jurassic World premier du nom. A priori, comme ça, sans regarder de sources officielles, parce que le film doit se suffire à lui-même, sans aller chercher des sources perdues dans les méandres d'Internet, désolé de le rappeler, on est dans la création des hybrides pour les besoins de Jurassic World. En tout cas, on expérimente pas mal sur les possibilités qu'offre la génétique à ce moment-là. Ce qui en soi me convient. On y voit clairement la société InGen qui, normalement, est sous la tutelle de Masrani Corporation à ce moment-là. Donc les hybrides qu'on voit à ce moment-là sont les précurseurs de ce que donnera l'Indominus Rex. Au tout début, on est dans une salle qui est très blanche, propre, sérieuse, avec des protocoles rigoureux, mais qui ne sont pas tenus par tout le monde parce qu'on a un employé qui visiblement n'a pas compris ce que c'est que cet endroit et que c'est le bon endroit pour manger un Snickers et de jeter le papier par terre. Ce fameux papier de Snickers qui déclenche tout, l'incident et le karma qui rattrape cet homme justement qui se fait dévorer par le T-Rex. Mais ce que j'aime bien à ce passage-là, c'est la succession des plans, justement. De temps en temps, on va regarder le papier, ce qui devient, mais l'action se concentre essentiellement sur les personnages, et ça, j'ai adoré. C'est vraiment limite au début, le papier tombe, et on se dit, on s'en fout un petit peu. Et puis finalement, le plan final fait, regardez les conséquences que ça a, et voilà. Bon, c'est un peu comme tous les jours, quand les gens jettent des détritus dans la rue, par terre ou dans la nature, tout le monde se dit, ça n'aura aucune conséquence sur ma vie. Le karma va vous rattraper, un jour ou l'autre. Bref, l'incident survient et la salle blanche devient rouge vif. Et ça, c'est vraiment excellent. Bien qu'on peut se demander d'où vient cette fameuse fumée rouge qui sort de l'enclos du T-Rex. Mais bon, pourquoi pas. Et cette scène n'est pas sans rappeler Godzilla 2014. Cette scène d'intro est juste excellente, c'est une des meilleures que j'ai pu voir. Moralité, ne mangez plus de Snickers, hein. Non, arrêtez de polluer et de jeter vos ordures partout, bande de sacs à... La scène finit sur le logo du film, sans texte, un cercle noir avec le squelette du T-Rex en noir et l'intérieur du cercle en rouge gazeux. Franchement, très beau. La scène du canot. Je vais en parler vite fait, je peux pas faire une analyse au plan par plan parce que ce serait trop long, mais c'est pour moi, je pense, la meilleure scène du film. Du moins celle que tout le monde retiendra, je pense, pour ce film, c'est la scène peut-être la plus iconique. On a enfin cette fameuse scène qui, originalement, est présente dans le roman de Michael Crichton, celle que Spielberg voulait faire pour le premier film, mais par manque de budget et de moyens techniques, il a dû se résoudre à supprimer cette scène du film. Et ici, elle est vraiment très bien faite. La tension est très palpable lorsque Teresa va chercher le canot. Le T-Rex dort, comme quoi même les gros carnivores ont besoin de dormir. On sent très bien que c'est naturel. Le T-Rex se réveille et son premier réflexe, c'est d'aller boire un coup. Encore une fois, quelque chose de très naturel. La poursuite se passe le long de la rivière et on constate que l'animal est capable de nager. Est-ce que c'est réaliste ou pas ? Honnêtement, j'en sais rien. Il y a un parti pris pour le spinosaure de le faire nager en pleine mer pendant très longtemps. Je pense qu'on peut passer sous silence le fait que le T-Rex sait nager. De toute façon, Prehistoric Planet l'a fait, alors je vois pas pourquoi on en voudrait à Jurassic World. Donc j'accepte que le T-Rex nage dans ce film, quelle qu'en soit la réponse scientifique. Et à la fin de cette scène, l'échappatoire de justesse en un seul morceau de la famille Delgado au complet. Le seul point noir de cette scène, c'est quand le T-Rex a le canot pneumatique dans la gueule et qui finalement n'est pas percé du tout. Là, j'ai mis quelques doutes là-dessus quand même, j'ai trouvé ça un petit peu gros. Les personnages humains. Zora Bennett, interprétée par Scarlett Johansson.
Je trouve que le personnage a un développement assez intéressant. On part sur une mercenaire qui ne jure que par l'argent et la félonie. Elle passe de 10 à 20 millions de dollars avec son complice. J'appelle ça de la félonie. Bref, on pourrait dire quelqu'un de peu fréquentable. Mais le personnage va se découvrir une morale tout au long de l'histoire, en échangeant avec les autres personnages sur sa mère décédée d'un accident cardiaque et l'enterrement auquel elle n'a pas pu aller, son collègue et ami mort en mission au Yémen, les autres qui mourront pendant cette aventure, la famille à secourir et surtout l'attitude de Martin Krebs qui la dégoûte de plus en plus. Les échanges les plus importants sont avec Duncan Kincaid, qui lui fait comprendre de ne pas passer à côté de la vie, et Henry Loomis, qui lui montre qu'il existe des gens bien et attachants, alors que peu intéressants au premier abord. Bref, l'évolution du personnage est assez bien dans l'ensemble. Dr Henry Loomis, interprété par Jonathan Bailey. Je serai honnête, j'ai eu envie de le tuer plusieurs fois, parce qu'il mangeait ses putains de bonbons en croquant bruyamment dedans. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, ce sont les bruits de bouche. Mastication, déglutition, tout ça, c'est quelque chose qui peut me donner une envie de meurtre. Alors, ce personnage dit ouvertement que les 3 plus grands dinosaures sont le titanosaure, bon bah juste là tout va bien, le mosasaure et le quetzalcoatlus. J'ai eu envie de dire, c'est pas étonnant qu'on te ferme ton département si t'es aussi bon que ça. Vous êtes docteur en paléontologie, vous êtes sûr. Alors, il n'a pas de réelle évolution dans le film, je pense qu'il est fidèle à ses valeurs, je pense que c'est un des rares à ne pas avoir de masque, justement. Il propose de donner le remède à tout le monde et non de le privatiser pour le fournir seulement à ceux qui ont les moyens, ce qui en soi est une très bonne morale. Il se prend d'affection pour Zora, mais à part ça, j'ai pas vu beaucoup de changements. À un moment, il compare quand même le niveau de survie des animaux en fonction de l'intelligence. Martin lui dit qu'il est trop intelligent pour se faire manger, et Henry lui rétorque que les dinosaures n'étaient pas très futés, ce qui n'est pas vrai dans l'absolu, les raptors de Jurassic Park nous l'ont très bien prouvé. Et qu'ils ont survécu pendant 167 millions d'années, alors que nous, Homo sapiens, nous ne sommes là sur Terre que depuis 200 000 ans, 315 000 ans. Désolé de rectifier un docteur en paléontologie qui n'y connaît rien à l'histoire humaine. Et on est très intelligent, mais on détruit tout. Et que la Terre nous le fera payer par une épidémie, par exemple. Petit clin d'œil au Covid, j'imagine. En soi, il a pas tort de dire qu'on est très intelligent et que, finalement, on est assez bête parce qu'on détruit tout ce qu'il y a autour de nous. En soi, c'est vrai. Mais par contre, tu peux pas comparer un groupe entier comme les dinosaures, avec une seule espèce. L'échelle n'est absolument pas la même. Si tu veux vraiment être assez rigoureux, faire une comparaison entre les dinosaures et autre chose, tu prends les mammifères. Les dinosaures survivent depuis 235 millions d'années, les mammifères depuis 207 millions d'années. Ce qui en soi n'a rien à voir avec l'intelligence. Martin Krebs, interprété par Rupert Friend. Il représente donc Parker Genix, une société pharmaceutique privée, et c'est un gros con. Doublé d'un enfoiré. Alors je parle du personnage, évidemment, pas de l'acteur. Ça se voit direct dès sa première apparition. Même un personnage du film, Javier, le dira ouvertement « Toi, je te sens pas ». Si Henry, lui, il voit dès le début le vrai visage du personnage, Zora mettra un petit peu plus de temps à cause de son masque vis-à-vis de l'argent. En tout cas, la mort du personnage a été un plaisir, j'avoue. Le karma était savoureux. Trop intelligent pour se faire dévorer. Chais. Parmi l'équipe de récupération, on retrouve Duncan Kincaid, interprété par Mahershala Ali. Acteur que j'ai découvert dans les 4400, oui, ça remonte à très très loin, et que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il a un charisme et un jeu d'acteur qui est incroyable. Ce personnage en lui-même est très attachant. On le rencontre, on voit un gars qui joue aux cartes, qui rigole et qui arnaque Martin avec Zora pour avoir 10 millions de dollars de plus. Puis finalement on apprend que son caractère jovial est une façade pour compenser la perte de son enfant, puis son divorce. Alors forcément, quand il s'agit de sauver ou non la famille Delgado qui est en détresse sur la mer, il décide de les sauver sans demander l'avis aux autres. Il a une morale et une conduite exemplaires. Et il n'hésite pas une seconde à se sacrifier pour sauver ses amis et les enfants face aux Direx. Et franchement, ça m'aurait fait chialer de tristesse qu'il soit mort. Et j'ai eu les larmes aux yeux, de joie, évidemment, de savoir qu'il avait survécu. Ça m'a fait plaisir, c'est vrai. Bobby Atwater, interprété par Edge Crane. Mercenaire à la gâchette facile. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai retenu du personnage. Peu attachant, peu compatissant. Sa mort m'a fait un peu de peine parce qu'elle a été brutale et cruelle et on sent que le personnage souffre quand même. Mais c'est un peu aux F sur 20 là. Leclerc, interprété par Sylvain Béchir, qui lui est vraiment compatissant, vraiment très sympathique. Sa mort est franchement horrible parce qu'on croit jusqu'au bout qu'il va pouvoir survivre face au Quetzalcoatlus. Puis finalement, le dernier plan où on voit le Quetzalcoatlus, on voit qu'il l'avale en entier, encore vivant, et là, franchement, ça m'a fait de la peine. Et la Belgian Touch, Nina, interprétée par Philippine Velge,
qui pareil semble assez sympathique et a une mort brutale et cruelle aussi face au Spinosaure, et ça m'a fait de la peine aussi. Vraiment, je trouve que les morts ont été extrêmement violentes ici. Comme quoi, même avec des caractères d'animaux, les dinosaures sont cruels juste parce qu'ils ont besoin de se nourrir. La nature est cruelle. Concernant la famille, on a Rubén Delgado, interprété par Manuel García Rulfo. Donc le père de la famille qui m'a laissé un petit peu indifférent, faut dire ce qui est. Un père qui fait de son mieux et qui par contre évolue en acceptant Javier, le copain de sa fille, dans le cercle familial. On sait qu'il est divorcé, et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Teresa Delgado, interprétée par Luna Blaise. Fille aînée, copine de Javier, au caractère bien trempé. J'ai pas grand chose à rajouter de plus en fait. Isabella Delgado, interprétée par Audrina Miranda. Fille cadette, soumise facilement à la panique, faut comprendre ce qui est, les jeunes quand même. Elle a peur des dinosaures et des animaux disparus, qui finalement se rendra compte que tous les dinosaures ne sont pas dangereux et monstrueux. Elle adoptera Dolores, l'Aquilops, ce qui en soi est illégal, d'une part, et condamnera Dolores à une mort certaine en la ramenant chez elle, puisque l'environnement n'est pas le bon, d'autre part. Et elle le nourrit au sucre, c'est pas bon non plus. Javier Dobbs, interprété par David Iacono. Le copain de Teresa qui est détestable de fou, irresponsable, irrespectueux, avec un humour franchement douteux, avec le petit truc à fumer là. On se dit mais c'est une blague vraiment? C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais justement on se rend compte que c'est qu'un masque, qui fait ça pour se donner un genre, parce que il a pas confiance en lui tout simplement. Et quand Teresa tombe à l'eau, il réfléchit même pas, il saute pour aller la sauver. C'est à ce moment-là où je me suis dit, là c'est le vrai lui. Sur le bateau, il prend pas la responsabilité de son quart pour naviguer, mais sur l'île, il prend la responsabilité de son quart. Il a une chance de fou aussi pour pas mourir. Faut dire ce qui est, quand il va uriner et puis que il y a des bestioles qui se tuent autour de lui, voilà. C'est une scène franchement qui est pas mal. Franchement, elle est drôle, mais en même temps, la tension est palpable. J'avais eu envie de me pisser dessus moi aussi. Teresa souligne à son père qu'elle a mis un moment à le voir tel qu'il est réellement, même Javier ne se voit pas comme Teresa le voit. Bref, le personnage a une très très bonne écriture et il a une très bonne évolution pendant le film, et ça franchement, c'est bien. Des personnages bien écrits, putain que ça fait plaisir à voir vraiment, franchement. Et la patience dans tout ça. Eh bien, il y a du très bon. Il y a encore quelques coquilles, même si je pense qu'aucun film ne sera parfait sur cet aspect-là, documentaire inclus, mais franchement, on a une très belle avancée scientifique, et qu'on avait perdue depuis Jurassic Park 3. Alors je sais que nous ne sommes pas dans un documentaire, bien qu'encore une fois, je le redis, Crichton et Spielberg voulaient que la franchise reste assez fidèle à la science, sinon pourquoi faire appel à des paléontologues en guise de consultants ? 65, la Terre d'avant, ils se fichaient de savoir s'ils voulaient faire des dinosaures réalistes ou non, donc ils n'ont pas fait appel à des consultants pour autant. Et dans le résultat, ça s'est vu. La franchise Jurassic est censée se rapprocher le plus fidèlement de la science. Mais comme on est aussi dans le monde du cinéma, il y a forcément des parties inventées. D'autres choix qui sont faits pour coller à des volontés scénaristiques. Là, je vous parle du Vélociraptor qui est trop grand, même pour des Deinonychus. Même pour le Dilophosaure, on y reviendra. Mais tout ça, c'est normal au sein de la franchise. Donc, je le redis pour la énième fois, il est normal et justifié de parler science avec ces films. D'autant plus qu'ils amènent pas mal d'idées reçues auprès du public, alors autant rectifier le tir en illustrant ses propos avec la franchise. Notons que le consultant scientifique du film ici était Steve Russati, comme Jurassic World Dominion, et encore une fois, c'est pas parce qu'on est consulté qu'on est forcément écouté. Parlons de la plus belle réussite, je trouve, le mosasaure. Vraiment. Il est juste magnifique. Il a pas d'ostéoderme, il a une queue hypocère qui sert de propulseur principal, il a une mâchoire qui est correcte, la mâchoire qui n'est pas à la crocodilienne, faut dire ce qui est. J'ai même cru voir les dents palatines, mais il a toujours pas de langue bifide. Bon, voilà, une petite coquille. Il fait aussi 15-20 mètres de long, ce qui reste en soi assez grand pour un mosasaure quand même. Le ventre par contre ressemble à la gorge de certaines baleines. Alors je pense pas que ce soit évidemment l'équivalent, puisque les baleines c'est au niveau de la gorge, qui se déploie lorsqu'elles avalent une énorme quantité d'eau avec de la nourriture, ce qui ne semble pas être le cas avec le mosasaure, puisque c'est au niveau du ventre. Donc je ne sais pas pourquoi ce choix anatomique, j'en sais rien, peut-être pour augmenter l'hydrodynamisme, je ne sais pas, voilà. Mais d'un autre côté, on se dit, ils le font chanter comme une baleine. Ça se trouve, il y a des gènes de baleine dans ce mosasaure, on n'en sait rien. Je rigole, mais pourquoi pas en fait. Le skin, donc les couleurs, sont également très sympathiques. J'ai adoré son nouveau design en fait. Scénaristiquement, j'ai quelques petits soucis.
Le premier, c'est qu'il a un implant GPS, et les protagonistes disent bien là qu'il s'agit de l'individu qui était présent à Jurassic World. Là, la continuité, elle s'est fait fister bien profondément, et je trouve ça dommage. On aurait pu imaginer que le mosasaure de Jurassic World a eu un enfant par parthénogenèse, et que lui, son enfant, il était plus pur, entre guillemets. De toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, puisque parthénogenèse, c'est magique, évidemment. Et pour le trouver, les protagonistes peuvent faire des recherches et localiser des incidents qui ont eu lieu avec le mosasaure, et tiens, c'est autour de l'île où on doit aller. Voilà, ça aurait pu largement être envisageable. L'autre concerne son milieu de vie. Le plot principal, c'est de dire que les animaux disparus du Mésozoïque ont du mal à vivre en climat tempéré et froid, mais vivent très bien au niveau des tropiques autour de l'équateur. Et comme en plus on est en Atlantique, ce qui fait une zone très très restreinte au niveau du territoire. Trop restreinte pour un animal de cette taille et des proies potentielles qui sont trop rares pour un animal de cette taille encore. Je vous parlerai bien encore une énième fois du mégalodon qui a disparu parce que justement son territoire était largement restreint, notamment en Atlantique, où les proies restantes, comme les baleines qui vont d'un océan à un autre en passant par les océans froids, passent de temps en temps en Atlantique mais n'y restent pas de manière permanente. Le mosasaure, c'est sans doute pareil. Voilà, donc ça, finalement, c'est les petites choses qui m'ont gêné par rapport au mosasaure, c'est ça. Mais franchement, on a un très beau reboot du mosasaure, et franchement, je suis pas déçu. Les spinosaures, au nombre de 4 ou 5, ont également eu un changement depuis Jurassic Park 3. Celui de Jurassic Park 3 était déjà physiquement très réussi pour 2001, et les couleurs étaient déjà superbes. L'anatomie ici a été revue de A à Z aussi pour cet animal pour coller à une proche idée de l'actualité scientifique. Alors, je vais faire une pause ici. L'actualité scientifique concernant ce dinosaure est extrêmement débattue. Il est au centre d'une polémique scientifique, on ne sait toujours pas son anatomie globale, parce que la vision d'Ibrahim le montre avec des petites patounes arrière, et beaucoup d'autres scientifiques rétorquent que ce n'est pas les pattes d'un individu à l'âge identique du reste du squelette, donc en soi ça pose déjà problème. Ibrahim donc le montre avec des pattes arrière très petites, donc forcément quadrupède, et avec la queue propulsive, c'est forcément un nageur. Sauf qu'il y a eu des contradictions dans d'autres articles qui sont sortis qui ont fait un peu moins le buzz que ces articles à lui, et qui démontraient que justement la ligne de flottaison du spinosaure n'était pas correcte. Donc vraiment, le spinosaure au cœur d'une polémique, il n'y a aucune vérité scientifique pour l'instant, il n'y a aucune certitude sur ce dinosaure vis-à-vis de ça. Mais peut-être que Ibrahim va encore nous régaler avec une autre de ses publications, une de ses découvertes encore inédites. Parce que lui seul a accès à tous les fossiles du spinosaure. Donc le parti pris dans ce film, c'est la thèse d'Ibrahim, un spinosaure, quadrupède et nageur. Anatomiquement, il colle très bien au modèle d'Ibrahim, mis à part qu'ils l'ont fait un peu plus trapu parce que justement ils ont dû se rendre compte que plus maigre ça marchait pas vis-à-vis de la flottaison. Les voiles des différents spinosaures sont d'ailleurs chacune d'entre elles uniques, et ça franchement, j'ai adoré voir ce détail-là. Mais on sent quand même qu'il y a un problème. La nage quasi permanente en très haute mer ne colle pas avec le fait que ce soit un dinosaure avec des membres faits pour la marche terrestre. Le paléontologue du film, Henry, parle même d'une symbiose avec le mosasaure parce que les spinosaures l'aident à chasser. Ce qui en soi est assez contradictoire puisque le mosasaure est 100% marin et toujours en mouvement en haute mer, alors que les spinosaures ont besoin d'un pied-à-terre pour pouvoir se reposer. Il y a d'ailleurs, je pense et je l'espère, une petite erreur de traduction quand Henry dit « Ils sont amphibiens », amphibies. Voilà. Amphibien, c'est un groupe rassemblant les grenouilles, les crapauds, les salamandres, entre autres. Amphibie, c'est qu'il peut aller à la fois sur terre et dans l'eau. Mais sinon, les spinosaures sont vraiment très cool, et leur cri est semblable à celui de Jurassic Park 3, alors franchement, j'ai adoré. Le T-Rex, j'ai pas besoin de revenir dessus, il est fidèle à Jurassic Park, plutôt même Jurassic World 3, avec les poignets qui sont rectifiés en position neutre. Et en plus, petite nouveauté, il a une queue beaucoup plus épaisse et rigide que les autres T-Rex des autres films. Ce qui en soi est plus correct anatomiquement. Et le T-Rex n'a pas de plumes. Ça c'est très bien. Voilà, ça c'est vraiment dans l'actualité scientifique. Petite crotte de nez à Prehistoric Planet et Life on Our Planet. Le skin est également très beau et la scène du canot est, je pense, encore une fois, la meilleure scène du film, si ce n'est la plus emblématique. Le Dilophosaure, je vais pas revenir dessus trop longtemps, j'en ai suffisamment parlé dans le Focus 5, il est fidèle à Jurassic Park. Son skin à colorette a même changé, on a quelques petites taches de léopard dessus. Franchement, ça me dérange pas, et ses mains sont clairement en position neutre cette fois, et c'est franchement pas mal. Le Quetzalcoatlus, il est pas mal dans l'ensemble aussi, même si le bec, est pas très correct. Son apparence a également changé depuis Jurassic World 3, c'est un choix comme un autre. Le design, les couleurs par contre sont vraiment magnifiques. Ce qui me gêne, c'est surtout la présence de dents dans le bec. Ça fait mal. Mais c'est moins pire que pour un ptéranodon, parce que là au moins ptéranodon c'est écrit dans son nom qu'il n'y a pas de dents. Quetzalcoatlus c'est pas vraiment écrit dans son nom.
Quetzalcoatlus, ça veut dire serpent à plumes, donc un serpent, ça a des dents, hein, voilà. Et justement, en parlant de plumes, on peut parler de la présence de poils plumes, donc je pense que c'est les pycnofibres, dont des pycnofibres rigides sur la tête qui se dressent pour effrayer les ennemis. Ce qui en soi est une liberté artistique plutôt sympathique. Alors le fait qu'il s'accroche aux parois et qu'il arrive à nicher dans une cavité, voilà quoi, il faut bien inventer et puis donner du challenge au protagoniste, hein, pour aller chercher l'ADN d'un animal volant. Bon, par contre, Henri, paléontologue, je le rappelle, qui dit que le quetzal est une espèce rupestre, donc cavernicole, c'est non. Hein. Là, j'avais envie de le tuer, encore une fois. Une espèce rupestre. Ah ouais, on a retrouvé ses restes dans des grottes, peut-être. Non, bon ben voilà. Hein. En revanche, c'est grave du génie, et je le dis, c'est du génie, d'avoir fait nicher le Quetzalcoatlus, qui tient son nom du dieu serpent à plumes aztèque Quetzalcoatl, équivalent maya de Kukulkan ou Cucumatz, dans une cité antique précolombienne dédiée à ce dieu. La boucle est bouclée. C'est du génie. Le Aquilops dolores. Il est plutôt bien fait dans l'ensemble, hein. De toute façon, tout ce qu'on a retrouvé du squelette, c'est ça. Hein. Donc il y a pas mal de liberté artistique quoi qu'il arrive. Bien fait à la fois en CGI et également en animatronique. En tout cas, il a pas la bouche qui pendouille en mode deux, comme les Microceratus de Jurassic World 3. Hein. Là, il y a eu du progrès. Les titanosaures. Alors globalement, il est plutôt bon. Par contre, il a une voile qui se dresse, à l'image de Amargasaurus, on sait pas pourquoi. La queue est par contre beaucoup trop longue et fine, c'est pas un diplodocus, hein. Mais le pire pour cet animal, c'est le fait qu'il ait des téguments. Des plumes, j'imagine que c'est des petites plumes ou des poils aux pattes. À l'image des éléphants et compagnie. Un sauropode avec des téguments, j'appelle ça un futur homicide volontaire. On a des empreintes de peau de sauropodes, on a déjà vu qu'il n'y avait rien dessus. Insistez pas, il n'y en a pas. Et vous vous dites peut-être que, ouais, mais peut-être les empreintes de peau de rhinocéros et d'éléphants, on voit pas forcément les empreintes de poils. Si, on les voit. On voit même les petits trous à la surface de la peau. Quand on analyse les peaux fossiles des dinosaures, on regarde au microscope. Donc on sait qu'il n'y en a pas. Comme pour le T-Rex. Mais la scène autour des titanosaures, elle reste très belle. On a même un couple de titanosaures qui se fait des papouilles, puis après on a même une vue sur l'ensemble du troupeau et c'est vraiment magique. Et ce qui est encore plus unique à cette scène dont on n'a aucun équivalent dans les autres films, c'est la scène d'amour entre les deux titanosaures, comme quoi même les animaux sont capables de s'aimer. C'est magique et j'ai vraiment l'impression de retrouver l'essence de Jurassic Park. On a également la présence de d'autres animaux disparus. Le Dunkleosteus, dont la tête coupée a été récupérée dans un filet de pêcheur. Le Mégalodon, dont la mâchoire actuelle est très mal faite, est entreposée dans un bar, où justement Duncan dit bien que ce monstre existe. On a la présence de petits amphibiens et de petits ptérosaures sur l'île, certainement des Anurognathus ou des trucs dans le genre. On a sans doute aussi un serpent géant qui se balade dans l'eau douce, titanoboa ou autre, j'en sais rien. Ça offre en tout cas plein de possibilités et c'est plutôt cool. Passons aux hybrides avec l'hybride star, le Distortus rex ou D-Rex. C'est un monstre qui est incroyable et qui fait étrangement penser au Rancor de l'univers Star Wars, avec une tête bombée semblable au front des aliens. Un monstre certes de taille colossale, capable de détruire un hélicoptère, mais au caractère d'animal. On va pas trop loin dans le côté monstrueux, le côté hybride, et ça c'est bien. On n'est vraiment pas dans l'exagération, contrairement à l'Indominus Rex qui cumulait je ne sais combien de pouvoirs. Les mutadons, donc les mutants de taille raptor, composant leur ADN de base j'imagine, avec des ailes de ptérosaures en plus. Eux sont beaucoup plus vicieux, ils s'infiltrent partout, ils suivent les protagonistes, même dans les égouts, dans des petites entrées. Et pourtant, tout le long, ça reste des hybrides au caractère d'animaux, au caractère proche des raptors de Jurassic Park en tout cas. Bref, ils sont assez angoissants et ça fonctionne très bien. Notons aussi la présence d'un apatosaure malade à New York, le dernier a priori qui s'est échappé. Faut croire que par contre il y a un truc qui n'a jamais évolué dans les films, c'est la sécurité, toujours négligée. Sur l'île, on a des Compsognathus rouges au ventre bleu foncé, un ankylosaure et un Parasaurolophus mort. Notons aussi que les plantes sont atteintes de gigantisme. Quand Henry tombe du nid du Quetzal, il est ralenti dans sa chute par les feuilles géantes, un peu comme dans Avatar, curieusement. Les références sont là, discrètes mais présentes. On a des références à des films, Jurassic Park de 93 de Spielberg, évidemment, avec la banderole quand les dinosaures régnaient sur le monde, dans le musée avec le squelette fossilisé de T-Rex, ou encore le mutadon dans le magasin avec le plan sur la patte faisant référence au raptor dans la cuisine. Le monde perdu Jurassic Park 97 de Spielberg encore, avec la main de Martin Krebs qui reste accroché à la mallette après avoir été dévoré par le T-Rex, faisant référence à la scène du bateau du SS Venture et la main sur le gouvernail. Godzilla 2014 de Edwards avec la scène d'introduction, j'en ai déjà parlé. Les Dents de la Mer 75 qui fête d'ailleurs ses 50 ans de Spielberg. La chasse aux mosasaures avec Scarlett Johansson sur la proue avec une petite musique, c'est clairement Les Dents de la Mer.
Et ça se vérifie aussi avec la scène où la plage où Nina se fait dévorer par un spinosaure et la mer devient rouge sang et rejette le bandana imbibé de sang, comme le canot du petit qui se fait dévorer dans les dents de la mer. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue 81 de Spielberg, le nid de Quetzal dans une ancienne cité, Maya ou autre, j'en sais rien, le paléontologue prend l'œuf et déclenche limite le piège, tente de récupérer la seringue un peu dans le vide comme Indiana Jones quand il essaye de sauter le gouffre. J'ai vraiment cru voir le premier Indiana Jones avec la scène du début dans le temple. D'ailleurs, 2 des 3 ADN récupérés sont des références apparemment à des productions de Spielberg. Je ne serais pas étonné que le 3e avec les titanosaures soit également une autre référence à Spielberg. Mais là, je ne l'ai pas et vos hypothèses sont la bienvenue. En tout cas, si c'est voulu, c'est vraiment du génie. Une critique qui revient souvent, c'est bourré de références au premier Jurassic Park, ça en devient saoulant. Et je trouve que c'est nettement moins nombreux et beaucoup plus discret que dans Jurassic World premier du nom et Jurassic World 3 où là ça vomissait de références. Il n'y avait aucune subtilité. En tout cas, j'en ai pas repéré énormément dans le film. Celui qui m'a plu le plus, c'est le nom présent sur le bus scolaire à New York quand on voit Martin Krebs. Il y avait marqué Crichton sur le bus, c'était vraiment une très belle ref. Autre dans le rétroviseur de Martin Krebs où on voit la fameuse phrase « Objects in the mirror are closer than they appear ». Ouais, avec l'accent français qui va bien. Pouvant faire référence à Jurassic Park, on pourrait le dire. Mais en fait, c'est une phrase qui doit être gravée sur chaque rétroviseur des véhicules motorisés aux USA notamment. Donc en fait, c'est pas vraiment une ref, mais bon. Petite ref à Jurassic World 3 avec le Pyroraptor visible sur une fresque peinte dans le musée. C'est discret, mais je l'ai vu. France représente encore une fois. Globalement, un très bon film. Si je devais le classer, je le mettrais derrière Le Monde Perdu, en 3e position de toute la franchise. Vraiment, pour moi, c'est enfin un très bon Jurassic World. Donc dans le classement, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic World Rebirth, dans les très bons. Et après, Battle at Big Rock, Fallen Kingdom, Dominion, Jurassic World premier du nom, et Jurassic Park 3, toujours pour moi le dernier de la classe. Désolé aux fans, voilà, c'est mon avis. Donc si je peux vous donner un conseil, allez le voir au cinéma tant qu'il y est encore, parce que vraiment c'est une pépite, on s'ennuie pas du début à la fin, il n'y a pas de limite d'âge, vous pouvez y aller avec les enfants, surtout s'ils ont déjà vu Jurassic Park. Jurassic Park est largement plus violent que Jurassic World Rebirth. Vous pouvez y aller en toute sécurité avec eux. Mais en tout cas, je trouve que ça fait plaisir. On voit des morts d'ailleurs qui sont beaucoup plus explicites. Et ça, franchement, c'est bien. C'est vraiment l'essence même de Jurassic Park. Edwards et Kup ont vraiment réussi à recapter à nouveau l'essence même de Jurassic Park. Des scènes merveilleuses, des scènes cauchemardesques. On a également du sang, des morts explicites. Et vraiment une ambiance qu'on avait perdue depuis très longtemps. Donc, c'est un très bon film pour moi. Allez le voir. Et à une prochaine vidéo.